Bonsoir et bienvenue sur cette webconférence organisée grâce à Odyssea. Nous allons évidemment parler du cancer du sein et plus précisément des avancées de la recherche fondamentale, certes, mais aussi la recherche qui concerne les dépistages, la prise en charge, les traitements, la chirurgie de reconstruction, mais aussi la qualité de vie. Et pour en parler, nous aurons la chance d'être assistés ce soir des spécialistes de l'Institut Gustave Roussy, dont vous, madame. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Suzette Delaloge, qui est oncologue médical et qui est chef de ce qu'on appelle le comité sein à Gustave Roussy. Nous aurons aussi la chance d'être accompagnés de deux patientes, dont vous, Agnès. Et bien sûr, qui dit Odyssea, dit Frédéric, vous êtes la présidente de cette association qui, depuis des années et des années, en faisant courir femmes et hommes, permet de collecter des fonds. Combien d'argent avez-vous déjà recueilli pour cette recherche? Alors, un chiffre, 10 millions d'euros. En 18 ans, donc l'association a été créée en 2002, 18 millions d'euros. On a fait courir au marché 1 million de personnes, donc partout en France, quand les événements sportifs peuvent s'organiser. Voilà, c'est 14 courses normalement qui étaient programmées cette année. Il y en a eu une seule au mois de mars à Nantes. Et là, on est parti sur des événements virtuels. Covid oblige, et donc avec une course connectée à laquelle j'invite tout le monde, si ce n'est pas encore fait, à s'inscrire. Donc, comment on fait pour courir virtuellement? On court vraiment? On court vraiment, on court, on marche, on achète son dossard, donc la totalité de l'inscription est reversée à Gustave Roussy, puisqu'en fait c'est sur la course de Paris, c'est notre bénéficiaire depuis maintenant plus de 10 ans, avec 4 millions d'euros qui ont été reversés à la recherche pour que les chercheurs puissent travailler, puissent faire des avancées sur les programmes de lutte contre le cancer du sein. Donc on s'inscrit, ou alors si on ne veut pas courir au marché, on fait un don, toujours pour Gustave Roussy. Donc voilà, on a besoin de vous, puisque cette année, on ne va pas collecter les mêmes sommes. L'année dernière, c'était à peu près 600 000 euros qui ont été collectés grâce aussi à nos partenaires qui organisent des événements, notamment le printemps Italie. On n'aura pas les mêmes sommes, donc on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise, parce qu'ensemble, on est plus fort, donc inscrivez-vous. Agnès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une ancienne patiente. En quelle année avez-vous été diagnostiquée? En 2007. Et en 2007, on a donc découvert ce cancer du sein. À quelle occasion? En fait, très simplement, je faisais une mammographie de contrôle. Et lors de cette mammographie, d'ailleurs, ça s'est passé de façon un petit peu particulière, puisque au moment du résultat, le médecin est venu me voir. Et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit, parce que c'était quand même... je pense que ça m'a laissé sans voix. Il m'a dit... Eh bien, écoutez, au vu de ce que vous avez, je pense qu'il faut prendre rendez-vous d'urgence dans un centre spécialisé. Oui. Et là, je me suis dit, j'ai vu des couleurs et je me suis dit, oh là là, là, il se passe quelque chose. Et j'avoue que j'ai rien dit de plus. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Et j'ai tout de suite, bien sûr, appelé mon médecin généraliste. Et c'est lui qui a commencé à m'orienter sur la suite de tout ce qu'il fallait faire. Vous avez été prise en charge où? J'étais pris en charge à Gustave Roussy. D'accord. Et est-ce que ça a été facile d'avoir un rendez-vous? En fait, le plus difficile, c'est pas tellement de prendre rendez-vous, c'est de savoir où est-ce qu'on doit aller pour être bien prise en charge. Et donc, en fait, j'ai fait confiance à la fois à mon médecin généraliste et à ma gynécologue, qui m'a conseillé d'aller à Gustave Roussy et qui m'a même donné le nom d'un chirurgien. Et en fait, ça peut paraître anecdotique, mais ça m'a totalement rassurée dès le départ sur le fait que j'allais être bien prise en charge. Quand on vous a mis en quelque sorte dans le circuit, on vous a informé de tout ce qui allait se passer, on vous a donné les étapes, on vous a donné une sorte de calendrier? Oui, tout à fait. En fait, lors du premier rendez-vous avec le chirurgien, il m'a expliqué toutes les étapes et toutes les options qui pouvaient se présenter à moi en fonction des résultats de la première opération. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des notes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations qui arrivent, et comme on n'est pas des spécialistes, moi j'avais pris un réflexe déjà de prendre des notes pour ensuite poser des questions soit à mon médecin généraliste, soit à ma gynécologue, et ensuite c'est plus auprès des médecins de Gustave Roussy que je m'adressais pour toutes mes questions.
Est-ce que le temps de la consultation, enfin, il y a d'abord eu bien sûr la chirurgie, puis ensuite, je pose la chimio et puis les rayons. Est-ce que tous ces temps-là, je dirais malgré le côté aussi pénible que ça puisse être, est-ce qu'on a l'impression d'être bien entouré, bien encadré, ou est-ce qu'on est un peu perdu et on aimerait avoir un peu plus d'attention? Moi, je me suis sentie perdue jusqu'au moment où j'ai été pris en charge. Après, je me sentais vraiment accompagnée et soutenue dans tout le déroulement de ce traitement. Vous disiez que vous aviez beaucoup de questions à poser, vous Oui. les aviez notées, mais est-ce que vous aviez le temps de les poser? Parce qu'on se dit que les consultations ne durent pas très longtemps, vous êtes beaucoup malheureusement à attendre. En fait, c'est le premier rendez-vous, j'avoue que j'étais un peu prise par le temps parce que je posais une question, mais en fonction de la réponse qu'on me donnait, parfois j'étais un petit peu déstabilisée. Donc, lors du deuxième rendez-vous, je prenais le temps à chaque fois de bien lire mes questions. Je notais même mes réponses. Je me disais que le chirurgien devait peut-être être un peu pénible. Mais, et en fait, tant que je n'avais pas posé toutes mes questions, je ne partais pas de toute façon. Donc, Qui était votre interlocuteur? C'était le chirurgien ou est-ce que vous avez vu les oncologues également, les radiothérapeutes? Oui, alors en fait, au départ, on voit le chirurgien tant que l'opération ne s'est pas passée. On le voit encore après. Et ensuite, dès qu'on rentre en phase de chimiothérapie, c'est notre oncologue que l'on voit et qu'on voit en fait, à chaque fois qu'on va en chimiothérapie. Et vous avez eu à chaque fois les réponses que vous souhaitiez ou est-ce Oui. ça a été facile? Est-ce que vous avez essayé, par exemple, entre deux consultations, d'avoir des informations si vous aviez une question à poser? En fait, ce que je faisais, c'est que j'appelais mon médecin traitant. Ouais. Si Et il recevait suffisamment de temps les courriers pour pouvoir vous répondre et savoir ce qu'on vous avait fait? Ah oui, alors en fait, si vous voulez, j'avais à la fois la capacité de lui dire à peu près où j'en étais, mais il recevait bien sûr tous les courriers. Ouais. Et puis moi, j'avais la chance aussi, ma sœur est médecin. Ouais. Oui. Et donc j'avais demandé au chirurgien s'il était d'accord pour que ma sœur reçoive également les comptes rendus. Et donc, en fait, moi, j'avais fait le choix de n'avoir qu'un retour purement médical. Et donc, soit c'était mon médecin généraliste, soit c'était l'oncologue, soit c'était ma sœur que j'appelais. Vous avez choisi de bénéficier d'une reconstruction ou vous avez choisi de ne pas avoir de reconstruction? Non, j'ai préféré ne pas faire de reconstruction immédiatement parce que j'étais très concentrée sur ma guérison. Et j'avais la sensation que peut-être... si j'avais une reconstruction immédiatement, je serais moins bien soignée. Alors, je sais que c'est pas le cas. Et a posteriori? Si je l'ai fait depuis, ouais. Non. Non, parce qu'en fait, j'ai déjà passé tout le cap du traitement. Ouais. J'avais après besoin de me poser, de récupérer, de reprendre mon activité professionnelle et puis de me retrouver aussi dans ma famille. Et quelques années après, je suis retournée à Gustave-Roussy et j'ai fait toutes les démarches pour faire une reconstruction. Et au dernier moment, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais plus du tout envie d'aller dans une salle d'opération. De re-rentrer dans la maladie. Non, j'avais l'impression que en fait, cette étape était derrière moi. Et j'avais plus envie. Vous avez gardé des séquelles de tout le traitement? Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent encore ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir complètement récupéré? Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir totalement récupéré, ce qui n'était pas le cas je dirais même l'année qui a suivi. Je pense que je dirais que c'est à peu près 2 à 3 ans avant de récupérer totalement. En tous les cas, moi, c'était cette sensation que j'avais. Et après, j'ai fait un lymphodème. Ouais. Ce qu'on appelait dans le temps le syndrome du gros bras. Du gros bras, tout à fait. Ouais. Donc j'ai fait ça 6 mois après la fin de mon traitement. Et donc effectivement, c'est quelque chose que je vois chaque jour et que j'essaie de maintenir pour faire en sorte. Vous avez fait de la rééducation, vous avez pu être orienté pour pouvoir traiter ce lymphédème, que ça vous gêne le moins? Oui, parce qu'en fait, on a parfois dans la malchance, on a de la chance. Moi, j'avais un kiné qui avait fait un stage à Cognac-G, qui est un institut qui est spécialisé dans le traitement de la lymphe. Et c'est lui qui m'a orientée là-bas, parce que c'est vrai que de moi-même, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été effectivement très, très bien prise en charge et je suis suivie tous les ans. Et je fais même parfois des séjours d'1 semaine ou 15 jours pour récupérer on va dire, en
gonflement, dégonflement du bras. Et globalement, vous diriez aujourd'hui que la maladie, elle est derrière vous, vous n'y pensez plus, ou est-ce que vous avez toujours la petite crainte, une petite musique, enfin pas une petite musique, pardonnez-moi, mais enfin chose qui peut éventuellement vous faire penser est-ce que je vais rechuter, est-ce que je ne vais pas rechuter, ou est-ce qu'on est, vous avez l'impression d'être sorti complètement de la maladie? Alors moi, en fait, je ne pense pas au fait que je puisse rechuter. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense, mais du tout. La maladie, elle est derrière moi, mais en même temps, elle a été en moi, elle fait partie de moi, et elle m'a forcément changé, en bien, certainement. Donc non, on vit avec notre histoire, et je pense que le plus important, en tous les cas pour moi, dans ce que j'ai vécu, c'est d'essayer d'en tirer les meilleures choses après. Vous avez été surpris par ce qui a pu se passer, je dirais, dans votre premier et votre deuxième cercle. Vous avez découvert des gens et vous avez été déçu par d'autres. Alors je ne sais pas, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes incroyables que, en fait, ça m'a permis déjà de faire un point sur ma vie et de me dire que j'avais peut-être fait pas tant de choses formidables avant, et que, en fait, à partir de maintenant, j'allais essayer de donner un nouveau sens à ma vie. Et donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont suscité en moi beaucoup d'admiration, et notamment les personnes d'Odyssea. Et je me suis dit que si elles arrivaient à faire autant de belles choses, c'était peut-être aussi à ma portée. Je vous propose maintenant d'accueillir, enfin, Suzette Delaloge est déjà avec nous, et d'accueillir le docteur Nicolas Lémarie, qui est chirurgien plasticien. Vous faites de la reconstruction mammaire, monsieur. Nous allons discuter avec eux, et n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Docteur Delaloge, dans ce que raconte Agnès, c'est maintenant il y a 12 ans, est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Par exemple, est-ce que le dépistage, depuis 12 ans, et pour les 20 ans à venir, sera toujours la mammographie entre 50 et 70 ans, ou est-ce que ça va bouger? Il y a plein de choses qui ont changé dans les parcours en général, mais pas encore beaucoup dans le dépistage. Oui. Dans les parcours, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, en fait, les choses s'accélèrent aujourd'hui, en particulier l'information. Le côté humain est toujours incroyablement important. Donc l'annonce, les premiers mots, les femmes se rappellent toujours ce qui leur a été dit la première fois. Donc je pense qu'il y a le côté technique et le côté humain, ça reste incontournable. Par contre, par exemple, les personnes ont accès à leur dossier en permanence, tout circule par mail, et quand les femmes ont des questions, elles envoient un mail immédiatement. Donc on n'est plus dans l'attente de l'information. Donc tout va beaucoup plus vite. Ouais. Donc il y a un côté très technique, connecté, qui a beaucoup changé. Le côté humain, ça reste absolument fondamental. Mais vous avez le temps, vous avez du temps pour être, j'allais dire, ça demande du temps d'être humain, non? Ça demande beaucoup de temps de répondre aux questions, mais ça fait partie de la qualité des choses. C'est-à-dire, je pense qu'on va guérir si si on s'est occupé de vous, comme ce que vous décrivez, c'est absolument génial. C'est une espèce de... moi, Agnès, c'est quelqu'un d'absolument admirable, mais elle est sortie avec une force prodigieuse pour construire des choses au lieu d'être anéantie par la maladie, ce qui aurait pu peut-être être le cas. Mais je veux dire que des femmes comme Agnès, vous en voyez, mais vous voyez aussi des femmes abattues qui se sentent peut-être aussi abandonnées et perdues, non? On est là pour les aider, chacun doit trouver ses forces, et franchement, il n'y a que des femmes admirables, il n'y a pas de femmes qui ne... Chacun trouve les outils, la force et les moyens de combattre, entre guillemets, autant qu'il faut. On a vu apparaître, ça et là, des traitements différents. Je veux dire, avec le temps, on a vu un peu, en fonction de certains types de cancers du sein, les traitements évoluer. Est-ce que ça a beaucoup bougé par rapport, par exemple, là encore, il y a une quinzaine d'années? Donc en fait, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du dépistage, technologiquement, techniquement, médicalement, comment les choses ont changé, on a évolué énormément vers beaucoup plus de personnalisation. Donc dans les rapports humains, ça on en a parlé, mais beaucoup sur le plan technique. Donc le dépistage, il est encore quand même assez basique, on va dire. C'est un petit peu des mammographies de dépistage à un temps donné, à partir de 50 ans, etc. Mais on est en train de s'orienter très fortement vers un dépistage plus à la carte en fonction du risque
individuelle des personnes, d'un temps donné, de l'âge, etc. Et là, il y a une grande étude en cours qu'on a initiée à Gustave Roussy, qui est une grosse étude européenne qui vise à évaluer, ça s'appelle MyPeps, www.mypeps.eu, et qui vise à évaluer si un dépistage personnalisé peut faire mieux, dépister plus tôt avec des cancers moins avancés, moins de séquelles, etc. Mais tout le parcours de soins est basé sur la personnalisation. C'est quelque chose de très important. On a l'impression que la chimio, pardonnez-moi, je vais prendre une expression que je mets entre guillemets. La chimio reste la chimio. On a l'impression qu'on est encore un peu plus dans le domaine du prêt-à-porter que du sur-mesure, non dans le traitement. En fait, ce qui est sur mesure, c'est le choix du vêtement et de la couleur. Par contre, une fois qu'on a le vêtement dans une couleur, il est à peu près identique, effectivement. Mais par exemple, en chirurgie, on va avoir un choix assez important des techniques de reconstruction, de immédiat, secondaire, on va y etc. venir tout de suite, en chimiothérapie, on va essayer de personnaliser le besoin de chimiothérapie en fonction des profils moléculaires. Et pour les personnes qui ont des cancers en rechute ou avancés, on va en parler tout à l'heure avec Fabrice André, on a une personnalisation qui a considérablement avancé. Et merci à Odyssea parce que tous ces fonds qui ont été collectés depuis 15 ans ont énormément contribué à initier justement cette personnalisation des traitements. Les femmes et les 400 ou 500 hommes qui chaque année développent un cancer du sein, parce qu'il ne faut pas les oublier, entendent sur les radios, lisent dans les journaux, sur les télés, qu'aujourd'hui l'immunothérapie dans les cancers, ça guérit tout, même si ce n'est pas obligatoirement vrai. Pourtant, on a l'impression que dans le sein, l'immunothérapie, on la voit nulle part. C'est ce que vous disiez, le truc qui va à tout le monde, ça ne va pas à tout le monde. L'immunothérapie dans le cancer du sein, pour l'instant, l'immunothérapie telle qu'elle a été développée aujourd'hui, qui est vraiment une immunothérapie très particulière, pas personnalisée, elle ne fonctionne pas bien dans les cancers du sein. Il y a d'autres voies d'immunothérapie qui peuvent être intéressantes dans le cancer du sein, probablement plus complexes, plus personnalisées justement. Donc ce n'est pas une des meilleures voies. Les thérapies ciblées, la personnalisation sont des voies plus intéressantes. On y reviendra tout à l'heure avec vous et avec le professeur Fabrice André. Docteur Nicolas Lemarie, Agnès a fait le choix de la non-reconstruction. Alors est-ce que beaucoup de femmes voudraient vous mettre comme ça au chômage ? Alors, effectivement, il y en a toujours un certain nombre. Il y en a de moins en moins avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la reconstruction mammaire, en même temps que l'ablation du sein, la reconstruction immédiate, elle se fait à Gustave Roussy, par exemple, pour à peu près 70% des femmes. C'est assez récent, ça, parce qu'avant, on ne voulait pas reconstruire d'emblée. Alors, en fait, il faut voir l'historique, l'évolution. Pendant très longtemps, les traitements complémentaires, notamment la radiothérapie, étaient un obstacle à la reconstruction immédiate, parce qu'on avait une crainte que la radiothérapie altère la qualité de la reconstruction. On avait une crainte que la reconstruction retarde éventuellement les traitements complémentaires. Et du coup, ça a complètement changé. Ça, c'est une autre approche. Grâce à la recherche, grâce aux dons, on a pu mettre en place des techniques innovantes sur le plan chirurgical, mais aussi sur le plan de la radiothérapie et d'autres traitements, pour pouvoir intégrer complètement le geste de reconstruction à celui de l'ablation du sein. Et donc, en fait, toutes les femmes qui sont demandeuses d'un geste de reconstruction aujourd'hui peuvent en bénéficier dès le temps de l'ablation du sein. Donc, ça a changé complètement la donne et les résultats pour les patientes. Et donc, ça a un impact considérable sur la qualité de vie de ces femmes après la chirurgie. Et il y a une grosse différence à reconstruire un sein tout de suite plutôt que quelques mois après ? Est-ce que c'est le fait de ne pas re-rentrer dans le circuit de la maladie qui est le bénéfice ? Qu'est-ce qui change ? Alors, les bénéfices ils sont multiples. Le premier bénéfice pour la patiente, ça lui évite en fait, de vivre sans sein. C'est-à-dire qu'après l'intervention, l'ablation du sein a été réalisée, le traitement chirurgical du cancer a été réalisé, mais pour autant, elle conserve un volume, une symétrie, une projection. Donc, dans sa vie quotidienne, ça change tout. Et potentiellement aussi sur les résultats finaux de la reconstruction, le fait d'avoir pu conserver l'enveloppe cutanée du sein et surtout le mamelon et l'aréole, c'est ce qui est fait dans la majorité des cas maintenant, même pour le traitement des cancers du sein, ça va changer la donne sur le résultat esthétique final et surtout sur le résultat fonctionnel. Le fait de conserver l'enveloppe cutanée du sein, on a des niveaux de sensibilité à distance qui sont proches d'un sein naturel. Alors, ces dernières années ont été malheureusement remplies d'histoires pas toujours très jolies en matière de matériaux prothétiques, d'histoires de prothèses de sein. Puis il y a eu ces rares cancers, ces rares lymphomes sur certains types de prothèses. Est-ce qu'on continue aujourd'hui à mettre des prothèses en silicone ou en sérum physiologique, ou est-ce qu'on
on remplit, entre guillemets, l'enveloppe du sein restante avec d'autres choses, et avec notamment les propres tissus de la patiente. Est-ce que ça a changé ? Alors, il y a eu une évolution dans les pratiques, c'est sûr, mais les prothèses restent la technique qui rend un grand service aux patientes et qui est utilisée encore dans la majorité des cas de reconstruction. Ces prothèses... Le ménage a été fait dans ce monde-là ou pas ? Alors oui, les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait pas ce risque de lymphome associé aux prothèses. Donc on utilise des prothèses qui sont complètement différentes de celles qui étaient utilisées les années passées. Donc c'est des prothèses avec un revêtement lisse. Ça reste des prothèses en silicone, mais elles sont encore très largement utilisées. Dans l'approche des patientes, par contre, le regard est différent par rapport à la prothèse. Elles sont maintenant très demandeuses d'une reconstruction avec leur propre tissu. Et c'est là que vient l'innovation chirurgicale, la recherche chirurgicale. Donc notre idée, c'est de proposer à ces femmes des techniques de reconstruction avec leur propre tissu, mais en limitant les séquelles liées au prélèvement de ces tissus. Donc on fait en sorte de trouver les tissus là où il faut pour pouvoir reconstruire le sein sans abîmer le corps de la patiente. Alors, il y a des femmes chez lesquelles on n'a pas d'autre choix que d'enlever le sein, et puis il y a celles chez lesquelles, aujourd'hui, on n'enlève que la tumeur. Et ces femmes vont avoir deux seins qui vont être asymétriques, qui ne vont pas obligatoirement se ressembler. Est-ce que là encore, vous pouvez leur proposer une chirurgie pour faire en sorte que, sur un aspect esthétique et qualité de vie, les deux seins soient semblables ? Donc absolument, en fait, la majorité des femmes, on peut traiter chirurgicalement leur cancer du sein en conservant le sein. Donc pour chacune de ces femmes, il y a une approche personnalisée de la chirurgie et donc on échange avec elles sur leurs attentes en termes de résultats de chirurgie et on intègre systématiquement un geste de remodelage du sein. Donc on va faire en sorte d'anticiper les déformations liées à la chirurgie, liées au traitement complémentaire, notamment à la radiothérapie, pour garder le galbe du sein. Et on propose maintenant à toutes les femmes qui le demandent un geste de symétrisation concomitant pour faire en sorte que dès le premier temps, on garde une symétrie de galbe de sein. Et c'est des parcours qui sont longs ou pas ? Parce est-ce qu'il faut retoucher le deuxième sein pour qu'il ressemble au premier qui a été refait ? Alors, il arrive parfois qu'on soit amené à réaliser des retouches à distance des traitements, mais le fait d'intégrer directement cette symétrisation dès le premier temps limite quand même le risque pour la patiente d'avoir à être réopérée à distance. Docteur Delaloche, vous avez vu augmenter cette demande d'une reconstruction immédiate vous, dans les interrogations des femmes que vous voyez en consultation ? Totalement. Aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement incontournable. En fait, à partir du moment où les femmes ont confiance scientifiquement et médicalement, où on ne leur dit pas, voilà, il y a énormément de risques, etc. On explique toujours, bien sûr, les risques potentiels, mais il y en a très peu. Globalement, la demande est extrêmement forte, extrêmement forte. Il y a très peu de contre-indications et ça, honnêtement, ça change vraiment, ça change la vie de pas mal de femmes. Pardonnez-moi de poser cette question qui n'a pas grand-chose à voir avec la recherche pure, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements en France où on fait de la reconstruction mammaire à des tarifs normaux, c'est-à-dire pas prohibitifs, qui font que des femmes payent une sorte de deuxième tare à la maladie en étant obligées de dépenser beaucoup plus que ce que ne le voudrait, je dirais, peut-être même la morale, pour prendre un mot grossier. Alors, dans la majorité des cas, les patientes sont prises en charge pour ce type de chirurgie dans des établissements publics ou des centres anti-cancer pour lesquels il n'y a pas cette problématique effectivement du coût de la chirurgie. Et il y a d'autres centres, effectivement, les centres privés, où cette question du coût peut intervenir. C'est un travail à faire à long terme pour essayer de pousser les gens à réduire ces coûts. Agnès, est-ce que ça vous... Je n'allais pas dire vous donne des regrets, mais est-ce que quand vous entendez ça, ça vous rassure pour d'autres femmes qui nous écoutent ? Ah, mais je trouve que c'est fantastique parce qu'en fait, alors moi j'ai un cas un peu particulier, c'est que je n'étais pas spécialement attachée à ma poitrine. Oui, c'est vrai que pour certaines femmes, c'est très très compliqué. Moi, ça l'était un petit peu moins. Ça l'est plus compliqué pour mon bras, vous voyez, si je devais comparer, je préférerais échanger, mais je trouve que c'est une proposition qui est un véritable plus, parce qu'au moins, une fois qu'on sait qu'on va être traité, on sait déjà que quand on va ressortir avec notre poitrine, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes qui ne seront pas présentes. Et notamment la contrainte de s'habiller avec des prothèses externes, c'est une vraie contrainte au quotidien. Merci beaucoup Agnès, merci Dr Lemarie. Suzette Delaloche, je vous garde près de moi. Dans un instant, nous allons parler qualité de vie, mais on va se donner pour l'instant une petite bouffée d'air pur avant justement de parler de qualité de vie. L'exercice physique fait partie
aujourd'hui partie intégrale et intégrante du traitement et de la prévention dans le cancer du sein. Et quelle est la meilleure façon que de faire de la prévention que de courir? Alors on va regarder quelques images des courses de l'an dernier, en attendant de pouvoir diffuser l'an prochain les courses de l'année prochaine. Voilà, après ces images très rafraîchissantes des courses qu'on espère bientôt revoir, et n'oubliez pas cette année que c'est une course connectée. N'oubliez pas d'aller sur le site d'Odyssea pour pouvoir vous réserver votre dossard et faire votre don. Nous allons maintenant aborder une question fondamentale qui est celle de la qualité de vie. Si je devais prendre une image un petit peu triviale, et pardonnez-moi, je dirais qu'on est un petit peu en retard dans le domaine de ce que j'appellerais le service après-vente. Et pourtant, c'est bien de traiter les femmes, c'est bien ensuite de s'assurer que ces traitements leur permettent de retourner vers une vie la plus normale possible. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints, c'est très gentil à vous. Anne-Catherine, vous avez été opérée, je crois, il y a à peu près 1 an. Il y a 1 an, c'est ça. Et depuis quelques mois, vous avez un traitement d'hormonothérapie. C'est ça. Qui combine 2 substances, une injection pour mettre au repos vos ovaires, leur éviter que de fabriquer des hormones femelles, de façon à ne pas réveiller les cellules malignes qui pourraient rester dans un petit coin, et puis ce qu'on appelle des anti-aromatases. C'est des substances qui jouent là aussi sur ces estrogènes et qui font en sorte de vous protéger. Exactement. En quelque sorte, on vous a fait souscrire une forme d'assurance. Vous êtes censé suivre ce traitement combien de temps? 5 ou 10 ans. 5 ou 10 ans. On ne vous a pas dit si c'était 5 ou 10? Je préférerais que ce soit 5. Voilà. Vous l'avez démarré il y a combien de temps, ce traitement? J'ai démarré ce traitement il y a 6 mois maintenant, pendant le Covid, donc, et avant la radiothérapie, donc, puisqu'il fallait Et commencer. Si je vous demandais comment ça se passe? Alors, demandez-moi comment ça se passe. Eh ben, je vous le demande. Ben, voilà. Mais ça se passe avec des effets secondaires que je n'imaginais pas. Quand on vous a dit que vous alliez prendre ce traitement, on vous a dit qu'il allait y avoir des... Enfin, on vous a expliqué pourquoi vous le donnez. Dans l'explication du protocole, on explique le protocole, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Et puis on se dit, c'est un petit médicament qu'on va prendre pendant 5 ou 10 ans. Et on se dit, tous les jours. Tous les jours. Et on se dit, après, de toute manière... Et les injections, tous les combien? Tous les mois. Tous les mois. Après ce que j'aurais vécu, c'est juste un petit médicament. Mais il s'avère que ce n'est pas juste un petit médicament qu'on prend tous les matins, puisqu'il a des effets secondaires sur le corps, comme d'énormes douleurs articulaires qui sont provoquées, où la souplesse n'est plus la souplesse de mon corps d'avant. Se lever le matin devient difficile. Et puis les bouffées de chaleur, plein de choses désagréables en fait, peut-être qui seraient arrivées plus tard naturellement, mais qui sont provoquées ici artificiellement et qui font suite à une année difficile de la part des traitements. Dans la suite du traitement que vous avez subi, chimio, radio, intervention, vous avez l'impression que, en fait, on a un petit peu rajouté, non, enfin, j'allais dire au calvaire, enfin, à la punition. Effectivement, puisque en fait, peut-être que c'était l'idée que je m'en étais faite pour aussi me protéger en me disant voilà, 1 an difficile et après on passe à autre chose. Et c'est un traitement anti-récidive, donc c'est une sorte d'assurance, c'est du mieux, mais finalement c'est du mieux qui est un petit peu douloureux quand même. C'est dur de payer sa prime d'assurance quotidiennement. C'est ça, mais bon, on le fait parce qu'on doit le faire et puis qu'on n'a pas le choix. Alors, je vais vous me répondez si vous voulez, vous ne me répondez pas si vous estimez que je suis indiscret, mais est-ce que dans votre vie de femme, ça a aussi modifié des choses? Ces médicaments sont réputés jouer par exemple sur la sécheresse vaginale, de jouer aussi parfois avec certains d'autres sur la libido. Alors la vie de femme effectivement est impactée puisque aujourd'hui
Aujourd'hui, effectivement, ça provoque une baisse de la libido, ça c'est sûr. La sécheresse vaginale, ça c'est sûr. Et c'est des choses que je n'avais pas du tout anticipées. Puis peut-être heureusement que je ne l'avais pas anticipé. On vous en a parlé ou pas? Pas au départ. C'est maintenant qu'on en parle pendant la prise de traitement. Mais c'était pas c'est pas des choses qui ont été évoquées au départ. Il se trouve qu'il y a eu la phase Covid où j'ai commencé ce traitement pendant le Covid. Et à je pense distance, à vous distance. n'avez pas eu de... Oui. Et je pense que on a fait ce qu'on pouvait. Il n'y a pas de reproche à ce niveau-là, puisqu'on a fait ce qu'on pouvait. Est-ce que face à cette situation, je parle à la fois les douleurs, éventuellement cette modification de la libido et autre chose, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je laisse tomber, c'est trop cher payé, ou est-ce que d'un autre côté vous dites, c'est une assurance pour moi de limiter mon risque de récidive et de rechute? Je le fais parce que je le fais pour moi et pour ma famille et mes enfants, puisque je n'ai pas le choix en tant que maman et en tant qu'épouse. Il n'y a pas le choix, je souffre, voilà. Mais je continue, même si c'est douloureux, je continue à le faire pour garder cette chance. Vous avez cherché à avoir des trucs et qu'on vous explique comment pouvoir aller mieux? Oui, alors j'ai cherché à le faire. Bien sûr, je me suis rapprochée de mon oncologue pour lui demander, je l'ai appelé plusieurs fois pour lui demander qu'est-ce que je peux faire. Et vous a toujours répondu. Et elle m'a toujours répondu, j'ai toujours eu un mail de réponse. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est le sport. Donc, effectivement, marcher, j'essaye d'aller marcher pour effectivement aller mieux et pour assouplir le corps. Mais la réponse aujourd'hui médicamenteuse, ce sont des médicaments qui ont d'autres effets en principe, qui sont utilisés pour d'autres soins, comme ce sont des antidépresseurs qui ont un effet secondaire qui serait d'améliorer des produits comme ça exactement pour les douleurs articulaires. Ouais. Et ce que je regrette, c'est que la seule réponse aujourd'hui médicamenteuse à ces douleurs articulaires se trouve dans des antidépresseurs qui finalement rapportent... Vous êtes allé voir sur des forums ou des groupes de parole si des fois où certaines femmes n'avaient pas des solutions magiques alors oui, j'ai même entendu du miel, on m'a même proposé du miel, un miel spécial qui venait des montagnes d'Orient. Homéopathie? L'homéopathie, non, mais on m'a proposé l'acupuncture. Alors j'ai commencé l'acupuncture. Je ne ressens pas d'effet miracle. Phytothérapie. Voilà. Et puis quelques gélules de plantes dont le nom m'échappe. Voilà. Sans conviction. Sans conviction. Mais pour l'instant, vous continuez le traitement? Je continue le traitement et je compte le continuer. On va demander au docteur Barbara Pistilli et au docteur Suzette Delaloge un petit peu de réagir à votre témoignage. Et puis, si vous avez des questions à leur poser, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Mais je vous en prie. Docteur Barbara Pistilli, quand on écoute Anne-Catherine, on a l'impression quand même que ce bénéfice, cette assurance, elle la paye très cher quand même, non? On est en train de chercher de rattraper ce retard, mais on est vraiment dans une phase de travail maintenant. Est-ce que c'est facile, par exemple, de faire évoquer à une femme ces problèmes de sexualité en consultation? Est-ce qu'elles en parlent spontanément ou est-ce qu'il faut que vous les aidiez à en parler? C'est une bonne question. Quelquefois, moi, je me pose la question si les oncologues sont prêts à parler de sexualité avec les patientes, en fait. Vous en pensez quoi, docteur Delaloge? Pardon, j'allais vous appeler Suzette, pardonnez-moi. Suzette en pense que... Non, je pense qu'il faut que les oncologues en parlent. Oui. Et je pense qu'on connaît très très bien tous ces effets secondaires. Et c'est notre vie quotidienne à nous aussi d'essayer de trouver des solutions. Ouais. En fait, c'est incroyable, quand ces médicaments sont arrivés, les anti-aromatases, les oncologues étaient contents parce qu'ils trouvaient qu'il y avait moins d'effets secondaires que le tamoxifène. Ouais. Alors qu'en fait, ça rend la vie très très difficile. Et honnêtement, ça fait quand même assez longtemps qu'on essaie de trouver des solutions sans en trouver. Mais par exemple, typiquement pour les problèmes de sécheresse gynécologique, etc., il y a des solutions qui, petit à petit, on arrive à trouver un certain nombre de solutions. C'est quoi, des gels, des produits? Mais enfin, non, il y a du laser, par exemple, le laser vaginal. Ça marche vraiment bien pour les sécheresses gynécologiques. Ce n'est pas les troubles de libido, c'est oui. Trucs, donc ça, c'est apparu dans les 2-3 dernières années, typiquement. Donc petit à petit, il y a des petites choses, mais bon...
Barbara Pistilli, est-ce que, par exemple, le docteur Delahaye disait que les oncologues connaissent bien les choses, mais est-ce que vous êtes aidé, par exemple, par des gynécologues ou est-ce qu'il y a des consultations spécialisées qui se mettent en place? Oui, dans notre équipe, en fait, nous sommes énormément aidés actuellement par des gynécologues qui sont en train de prendre en charge cette partie des problèmes gynécologiques liés à l'hormonothérapie, qui n'est pas bien sûr seulement donner des conseils, mais chercher de comprendre s'il y a des autres problématiques liées à la ménopause anticipée, chercher de gérer un oui, peu parce que là, en fait, complicité de tous les effets secondaires. Vous avez 42 ans. Oui. Donc c'est jeune. Il y a des problèmes bien sûr gynécologiques, mais il y a bien sûr des problèmes qui sont liés à la ménopause précoce, la prise de poids quelquefois, et les bouffées de chaleur. Il y a une déminéralisation de l'os. L'os devient plus fragile aussi un peu avec ces produits. Oui, mais pour ça, on a une stratégie que nous connaissons depuis longtemps. Donc, sur cette partie-là, nous sommes un petit peu plus préparés. Oui. Alors que sur la gestion des autres effets secondaires, nous sommes encore en train d'apprendre. Et sur cette douleur qui touche les articulations et qui empoisonne un peu la vie, on dit l'exercice, bon, d'accord. Il y a pas mal d'essais qui ont été faits, notamment dans des hôpitaux américains avec l'acupuncture, mais jamais de choses qui permettent de conclure de façon définitive. Ça vaut le coup de continuer, par exemple, à faire des études sur l'acupuncture? À mon avis, oui. Surtout parce qu'il y a ce qu'on sait, qu'on a compris de l'acupuncture, est qu'il y a une partie des patients qui ont vraiment un réel bénéfice de l'acupuncture. C'est vrai aussi que les douleurs osteoarticulaires, on sait qu'on a une pathogénèse qui est très complexe en fait et qui est encore difficile à comprendre. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Oui, tout à fait. C'est ça la vraie problématique. Mais est-ce que les acupuncteurs, en général, sont motivés ou est-ce qu'il faut aller voir l'acupuncteur ultra spécialisé pour les douleurs liées? Parce qu'on a l'impression que chez les acupuncteurs, il n'y a pas une volonté toujours farouche de se pencher sur ces questions. C'est une bonne question. Pas forcément tous les acupuncteurs sont préparés, sont vraiment capables de gérer cette problématique, mais il faut, oui, bien sûr, s'adresser à des acupuncteurs qui ont de l'expérience dans ce sens. Et comment éviter que des femmes tombent dans les mains de gens malhonnêtes? Je ne parle pas des acupuncteurs, je parle de gens qui vont leur vendre des potions magiques ou par l'intermédiaire d'Internet ou autre, en leur vendant du rêve, entre guillemets, qui va s'avérer parfois être une catastrophe ou qui va être contre-indiqué avec des traitements qu'elles ont à subir. Moi, je pense que ça compte toujours la communication avec l'oncologue ou avec les médecins référents, en fait. Il faut en parler. Il faut en parler avec l'oncologue. Moi, je suis toujours ouvert à écouter toutes les histoires, toutes les thérapies alternatives. Vos recherches sur vos recherches, pardonnez-moi, je suis grossier. Non, bien sûr. Vos recherches que vous avez faites sur Internet ou par des forums, vous en avez parlé à vos oncologues ou à votre médecin traitant? Je suis restée sur des choses quand même connues comme l'acupuncture. Mais enfin, la phyto, les gélules de plantes, vous en avez Je lui en ai parlé, mais elle m'explique sans conviction, en fait. Voilà. Donc, parler, voilà. Et au moins pour savoir où on va. Et puis, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre ensemble. Bon, et et là encore, il y a besoin de temps, de recherche, et évidemment... il y a besoin de temps, de recherche. Et donc un petit peu de sous. Pour pouvoir mener les programmes de recherche. Oui, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, courez, cliquez et pensez à aider Odyssea qui aide Gustave Roussy. Merci mesdames. Nous allons maintenant nous immerger dans le laboratoire du professeur Fabrice André, directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy, que nous allons accueillir tout de suite après. Vous allez voir comment tout un tas de jeunes têtes pensantes travaillent à l'avenir d'une meilleure prise en charge des cancers du sein dans beaucoup de domaines. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour, je suis le professeur Fabrice André, je suis directeur de l'unité de recherche qui s'occupe du cancer du sein et je vous emmène dans ce laboratoire qui analyse les échantillons et essaie de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour le cancer du sein. Donc, ce laboratoire a été créé en 2010 et comprend actuellement 15 personnes. Il a la particularité d'être un laboratoire multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il inclut des médecins, des chercheurs en sciences fondamentales en biologie, des bioinformaticiens qui analysent
les datas, des pathologistes qui analysent les lames des patients et des marquages, des statisticiens et même des personnes impliquées dans les sciences humaines et sociales. Donc nous avons amené des prélèvements issus de patients de l'hôpital vers le laboratoire. Et maintenant, nous allons suivre le parcours de ces prélèvements et comment, de ce prélèvement issu de patients, nous allons générer des données qui seront ensuite exploitées par des scientifiques pour mieux comprendre le cancer du sein et donc trouver des cibles thérapeutiques. On étudie les gènes qui sont une partie des biomarqueurs. Ces gènes se trouvent dans le noyau de nos cellules et ces noyaux sont constitués d'ADN. Là, je suis en train d'extraire l'ADN de cellules cancéreuses de sein qui proviennent de biopsies congelées de patientes. C'est ce matériel génétique tumoral qui se trouve sur les colonnes et qu'ensuite on va pouvoir extraire et séquencer. Du coup, une fois que l'ADN du patient est extrait, il va être analysé dans un séquenceur qui va retranscrire l'information en langage informatique. Et mon travail sera d'analyser cet ADN et de mettre en évidence les anomalies, comme on peut le voir ici. Et ensuite, je retransmets ces informations à mes collègues qui pourront trouver des cibles thérapeutiques pour les patients. L'étape suivante est la validation fonctionnelle. Essayer d'évaluer comment les anomalies ont une réelle implication dans la maladie. Pour cela, j'utilise des modèles cellulaires in vitro que je vais modifier pour reproduire les anomalies présentes dans les cellules et essayer d'évaluer en quoi cela va aider la cellule tumorale, quelles compétences elle va acquérir, soit mieux proliférer, soit être capable de résister au traitement ou encore capable de se déplacer et donc de créer des métastases. Donc, nous allons concevoir un médicament spécifique de la cible que nous avons identifiée. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode dite de criblage à haut débit qui va nous permettre de tester une quantité très importante de composés chimiques. Pour ceci, nous allons utiliser des robots, mais également des logiciels performants qui vont nous aider à sélectionner les futurs candidats médicaments. Et maintenant, on va vous montrer comment on commence à se servir de l'intelligence artificielle pour prédire les risques de rechute. On prend des lames en verre sur lesquelles on a des prélèvements des patients, sur lesquels on va faire des marquages fluorescents. Ici, on va réaliser une technique pour détecter des marqueurs qui sont déjà connus, comme les récepteurs hormonaux, aux estrogènes, à la progestérone, la HER2, et on va venir les détecter avec des colorations fluorescentes qui vont marquer différentes couleurs pour chaque protéine. À l'issue de ce marquage, on va se retrouver avec des images multicolores, comme ce que vous avez pu voir avec Ingrid. Nous développons des algorithmes intégrant l'ensemble des données issues du scanner et nous permettant de différencier entre les sous-groupes de patients qui ont des différents pronostics. À ce stade, on en est à l'étape où on entraîne l'ordinateur sur des échantillons dont on connaît l'évolution. Et du coup, l'objectif, c'est de chercher et d'identifier les informations qui sont utiles dans les lames, dans les images qu'on a, et qui vont caractériser une tumeur qui a un bon ou un mauvais pronostic. Donc l'intelligence artificielle est une nouvelle approche mathématique qui va permettre, pour les patients présentant un cancer, d'avoir une meilleure prédiction de quel patient a un cancer grave ou un cancer peu grave, va nous permettre, grâce à des analyses de très grands volumes de données, de pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et permettra également de mieux définir quels patients sont à risque de présenter un cancer ultérieurement. Professeur Fabrice André, on vous retrouve après cette visite dans vos locaux et on a toujours avec nous le docteur Suzette Delaloge.
On imagine que tout ce qu'on vient de voir et tout ce qui est fait là, ça demande beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Je suppose que cet argent-là, il n'est pas toujours évident à trouver quand on fait de la recherche. Et c'est important d'avoir Odyssea près de soi ou avec soi. L'argent que collecte Odyssea va dans des programmes de recherche que nous on appelle avec impact sociétal. C'est-à-dire qu'il y a deux types de recherche. Il y a les recherches très fondamentales, où on cherche à générer de la connaissance, et après il y a la recherche avec impact, c'est de la recherche appliquée. Donc en fait, l'argent que collecte Odyssea va directement à des études cliniques ou à des transformations de parcours de patients ou à des recherches, ce qu'on appelle des biomarqueurs et des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc c'est vraiment de la recherche appliquée qui va aux patients directement en fait. Et on est dans un domaine très compliqué, on voit que vous avancez pas à pas parce que ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de ce qui peut être la cause du ou des cancers du sein, puisqu'on sait que le cancer du sein n'a pas qu'une forme unique, parce que entre celui qui vous dit que c'est parce qu'on met du déodorant sur le sein droit, l'autre parce que vous avez manipulé un ticket de caisse au bisphénol A, il y a quand même peut-être des hypothèses un peu plus solides et un peu moins comiques, non, que celle-là. En fait, il y a 3 grandes catégories de causes, on va dire. Il y a une partie génétique qui est liée à notre patrimoine. Donc il y a 10% des cancers qui sont vraiment liés à des prédispositions héréditaires, des cancers du sein, et toute une autre partie qui est liée en fait à un certain nombre de polymorphismes des gènes qui prédisposent un petit peu. Donc un tiers génétique, un tiers qui est vraiment environnemental, les expositions avec des hormones, etc. Et donc ce sont des expositions tout au long de la vie, ce sont des hormones endogènes, exogènes. C'est-à-dire des choses qui sont autour de notre environnement ou qu'on consomme. Par exemple, malheureusement, nos modes de vie, par exemple l'exposition, les grossesses plus tardives, moins d'allaitement, mais aussi les traitements hormonaux un peu prolongés. On sait que tout ça, et c'est inhérent à notre mode de vie actuel. Il faudrait faire 7 enfants avant l'âge de 30 ans pour avoir un risque minimum, ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est un peu rare. Et puis, il y a tout un tiers qu'on ne connaît pas très bien encore, mais qui est lié probablement aussi beaucoup à nos modes de vie, mais aussi au vieillissement, le vieillissement cellulaire. On vit infiniment plus âgé qu'il y a 100 ans et nos cellules ne sont pas tout à fait préparées à ça. Et aussi, notre niveau d'immunité n'est pas exactement celui qu'il devrait en fonction du temps. Donc il y a toute une partie qui est assez mal évaluable, mesurable, qui va nous exposer à des risques à un temps donné. Donc d'où l'intérêt de mesurer le risque d'une personne à un temps donné, puisqu'en fait on ne va pas avoir un déterminisme à la naissance, c'est quelque chose qui va évoluer. Par exemple, on imagine qu'il existe des tests génétiques qui permettent de savoir si vous avez certaines mutations, mais on n'a pas des outils pour tout. En fait, on essaie de construire des outils. On a des outils génétiques et ça se développe. Aujourd'hui, il y a la recherche des anomalies de prédisposition, mais il y a aussi la recherche de polymorphisme. On est en train de construire là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est inné. En fait, c'est des petites variations des gènes qui font qu'une protéine fonctionne un peu moins bien que les autres. Mais globalement, c'est compensé. Mais si vous avez plusieurs protéines dans un système donné qui fonctionne un peu moins bien, vous êtes plus sensible à fabriquer certains cancers. Si je comprends bien le polymorphisme, j'ai une voiture avec des essuie-glaces un peu défaillants, des freins qui ne sont pas brillants, des pneus qui sont un peu lisses. Si la route est sèche, si je conduis doucement, il ne va rien se passer. Puis le jour où il pleut, l'accumulation des événements va peut-être faire que je vais avoir un accident. Est-ce que le cancer, c'est une série comme ça d'ennuis, enfin de mutations ? En quelque sorte, oui. Il y a un certain nombre d'altérations innées, et puis il y a des choses acquises qui vont s'ajouter et qui vont faire qu'à un moment, un cancer va apparaître, effectivement. Donc l'idée, c'est d'identifier, de faire de check-up de temps en temps pour identifier à un moment donné quel est le niveau de risque de la personne, et aussi faire des check-up pour surveiller si des anomalies apparaissent. Ça, c'est le dépistage et l'identification des risques. Alors, on sait qu'il y a des j'allais dire entre guillemets un vilain mot, mais des familles à cancer du sein. C'est celles, par exemple, dans lesquelles il y a une certaines mutations qu'on a vues notamment chez Angelina Jolie ou qu'on trouve dans certaines populations. Mais c'est fréquent, ça ? Non, en fait, les vraies prédispositions, c'est une personne sur 500 dans la population générale. Mais quand on voit, par exemple, justement Angelina Jolie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à offrir ? Enlever les 2 seins et éventuellement enlever les 2 ovaires ? Ouais. On n'a pas d'autres réponses ? On aura un jour d'autres réponses à ça ou pas ? On pourrait imaginer des médicaments ou des anticorps ou je ne sais pas quoi qui pourraient
faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de faire cette chirurgie très mutilante? La seule réponse serait de la thérapie génique ou des immunothérapies complexes. Mais c'est pas sûr que dans ces situations, ça soit mieux que la chirurgie préventive. Donc je pense que les progrès de la chirurgie préventive sont intéressants aussi en la matière. Donc c'est vraiment, on est dans le complémentaire. Essayer de développer certaines techniques, ça peut permettre de rendre certaines chirurgies qui ne paraissaient pas acceptables beaucoup plus acceptables dans le futur. Fabrice André, il y a des choses que vous avez vues évoluer, vous, dans la compréhension des mécanismes depuis ces 10 dernières ou ces 15 dernières années, des choses auxquelles on ne s'attendait peut-être pas ou alors que d'autres qu'on subodorait et qui se sont confirmées? Donc il y a deux révolutions dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Le premier, c'est ce qu'on appelle le séquençage du génome. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, en quelques jours, d'analyser tout le patrimoine génétique d'un cancer. Et donc ça, quand on le fait à l'échelle de plusieurs milliers de cancers, ça nous permet de trouver ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire en fait un gène qui est devenu anormal dans la cellule cancéreuse et qui fait que le cancer se développe. C'est une forme de, pardonnez-moi, c'est une forme de probabilité, c'est-à-dire que vous prenez, je veux dire, 1000 tumeurs et vous regardez quelle est il y a des mutations partout évidemment, mais il y a certains qui sont plus mutés que d'autres. Exactement, Jean-Daniel. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous on cherche quels sont les gènes qui sont donc mutés dans un pourcentage de tumeurs qui est important. Parce que ça, à ce moment-là, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle récurrent, donc ça veut dire que c'est important. Alors, a priori, ces gènes-là, enfin, si on retrouve ce schéma-là, on se dit, bon, je vais fabriquer de quoi le réparer. Sauf que, depuis de très longues années, on voit quoi, qu'il y a 5 ou 6 mutations qui sont aujourd'hui traitables, et puis point final, alors qu'il y a des centaines de mutations. Comment ça se fait que ça soit si dur? Alors, d'abord, premièrement, c'est pas si dur que ça, puisqu'on a quand même des succès importants sur la thérapie qui sont, par exemple, les traitements anti-HER2. Donc HER2, c'est quoi? C'est un gène qui est anormal dans les cellules cancéreuses chez 10% des patients. Et là, on a un médicament. On donne un anti-HER2 et ça a un effet thérapeutique extrêmement important. Récemment, on a un médicament qui s'appelle les anti-PI3 kinases qu'on donne quand il y a une mutation du gène. Et là, je voudrais juste mentionner un effort, c'est que c'est grâce à l'argent d'Odyssea, pour montrer que le séquençage du génome des métastases a pu être réalisé. Donc, c'est une étude française, première au monde, ont été donc séquencées, analysées environ 600 métastases, parce qu'on ne connaissait pas l'anomalie génétique des métastases. Et ça, aujourd'hui... Ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire qu'il y a une tumeur primitive. Une femme va être traitée pour un cancer du sein. Ce cancer du sein va malheureusement, dans un pourcentage certain, enfin pour certaines, je ne sais pas, c'est quoi, 10-15% 15% va se répandre à d'autres parties de l'organisme. Ça veut dire que la tumeur qu'on va retrouver, par exemple, sur le foie, sur les os, ne sera pas obligatoirement la même que celle qui était dans le sein. Exactement. Et donc ça, c'est un élément clé. Jusqu'à maintenant, tous les grands efforts se focalisaient sur l'analyse moléculaire des tumeurs primitives. Il a été réalisé grâce à Odyssea, l'analyse moléculaire des métastases pour s'apercevoir qu'en fait c'est différent et qu'en réalité ce qu'il faut bloquer... C'est systématiquement différent? Non, il y a des différences, mais les différences sont importantes parce que la différence... C'est-à-dire que vous changez le traitement? Exactement. La différence, c'est le gène, la molécule qui a entraîné l'évolution du cancer et c'est ça qu'il faut bloquer en réalité. Ouais. Et ces choses-là, ça suppose des équipements très lourds et puis ça suppose aussi que les femmes acceptent de donner un peu de tissu. Enfin, ça se passe comment? Sur un plan purement, bêtement légal, vous leur demandez si elles acceptent que leur tissu serve à la recherche? Si on reprend l'exemple de l'étude qui a été financée par Odyssea et qui était une première mondiale, donc ce sont des patientes qui participaient à une étude clinique qui s'appelle Saphir 2, donc qui signaient un consentement pour qu'on ait le droit de séquencer le génome. À ce moment, on avait le droit. Donc des séquenceurs, c'est-à-dire des machines de plusieurs millions d'euros dans certains centres en France, donc analyser l'ADN, le séquençage, et après des bioinformaticiens en extrayer l'information importante. Je vais faire un petit retour en arrière, puisqu'on parlait des métastases. Vous voyez une femme, vous avez traité une femme en consultation, le schéma classique, opération, chimio, radio, tout va bien. Vous avez les moyens de savoir lesquels vont malheureusement faire partie des 15% qui vont rechuter, ou est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce qu'on a aujourd'hui les outils pour éventuellement prévoir ou se dire celle-là est peut-être plus à risque qu'une autre?
on a un certain nombre d'outils, mais qui sont imparfaits. Donc ça veut dire que avec certains biomarqueurs, ça augmente un petit peu le risque de métastase. Donc c'est pour ça qu'un champ de recherche très important consiste à savoir, à partir de la tumeur initiale ou des images initiales, est-ce qu'on peut identifier les patientes qui ont un très fort risque de rechute de façon à leur donner un traitement préventif dès le début, traitement préventif des rechutes. Et pour ça, il y a 2 éléments très importants, 2 mots-clés, si je puis dire, c'est intelligence artificielle sur les images de la tumeur, quelle que soit l'origine de l'image, et... Enfin, je veux dire, moi, je suis le béotien total. Ça veut dire, en gros, c'est un ordinateur qui va lire la radio à la place du radiologue et qui va dire, attention, il y a quelque chose que tu n'as pas vu, mais que moi j'ai vu. Enfin, c'est un peu, c'est pas ça. C'est plus sophistiqué. C'est plus intelligent que ça. C'est les cellules de la tumeur. Mais... Oui. En fait, c'est la machine, l'ordinateur qui va découvrir dans le tissu anatomopathologique ou les images ce que nous, chercheurs et statisticiens, ne pouvons pas trouver. Et la machine va le trouver et dire, ah, là, il y a quelque chose qui, quand c'est présent, est associé à un mauvais pronostic. Et donc actuellement, il y a beaucoup d'efforts sur cette question. Est-ce que la machine peut être entraînée pour découvrir ce qui est associé à un risque de rechute? On imagine bien, par exemple, que quand on regarde dans un microscope, le champ du microscope, il est relativement restreint. Donc ça veut dire que là, on est sur des machines qui sont capables de regarder une lame, là où l'œil humain va regarder un petit rond, quoi. C'est à peu près ça? C'est exactement ça. Et ces techniques, elles sont aujourd'hui en développement, il y a déjà des premiers résultats, ou est-ce qu'on est juste, je dirais, dans l'investissement en espérant des choses? Donc là, il y a des premiers résultats préliminaires qui font penser qu'une intelligence artificielle qui reconnaît une image peut améliorer donc la prédiction du risque de rechute, donc prédire le risque de rechute par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Donc il y a quand même des premiers résultats qui font penser que là, on est vraiment sur une piste et que ce que nous on appelle la machine, l'ordinateur, peut reconnaître des choses dans les images. Alors, il y a des femmes qui ont des lésions des seins, mais qui ne sont pas considérées comme des lésions cancéreuses, qui sont ce qu'on appelle des dysplasies, avec plein de mots d'origine grecque. Il y a certaines pathologies qui inquiètent ces femmes, parce qu'elles disent « Ah, j'ai plein de kystes dans les seins, on m'a dit que ce n'était pas un cancer », mais est-ce qu'on a aussi là les moyens de savoir lesquels il faut surveiller sans être obligé peut-être de refaire des biopsies en permanence? Est-ce qu'on a des outils qui sont en développement, des outils de recherche qui permettent de dire attention, le profil de cette femme fait que celle-là, il faut la surveiller, et l'autre, on peut d'une certaine façon lui ficher la paix, ou est-ce qu'il faut rester aux méthodes traditionnelles? C'est un champ de recherche assez important, mais par rapport à d'autres cancers, typiquement le cancer du col de l'utérus par exemple, ou du côlon, on est capable d'identifier des lésions vraiment précancéreuses et les retirer, empêcher la survenue du cancer. Là, dans le cancer du sein, c'est assez différent. Donc c'est un champ où il y a encore énormément à faire en termes d'identifier des biomarqueurs qui précocement disent que cette cellule va devenir cancéreuse et dangereuse, ou cette cellule ne deviendra jamais cancéreuse, ou elle peut devenir cancéreuse et pas dangereuse, pas évolutive, etc. Mais là, il y a une nouvelle technologie, Daniel, que d'ailleurs Suzette investigue beaucoup, c'est ce qu'on appelle la détection d'ADN circulant. C'est quoi? Un cancer va larguer dans la circulation des molécules d'ADN qui sont son empreinte génétique en fait. Et donc, la cellule a libéré. La cellule a libéré, et avec des technologies maintenant très sensibles, on peut détecter dans du sang des petites molécules d'ADN qui viennent du cancer. Ce n'est pas encore 100% au point, mais on a les premiers résultats d'études qui font penser que dans les 10 ans qui arrivent, on pourra détecter un certain nombre de cancers, un certain pourcentage de cancers, avec une prise de sang. Ce n'est pas 100%, mais c'est quand même un pourcentage de cancer. Pardonnez-moi de poser cette question idiote, mais un ADN circulant, il n'y a pas une étiquette avec qui dit « je viens de la cellule du sang, du foie ou de la cellule du sein ». Si? En fait, si. On arrive aujourd'hui à avoir un marquage suffisamment... Ça, c'est probablement le plus facile aujourd'hui, c'est de savoir de quel organe ça vient. Par contre, être sûr que ça soit... C'est une question idiote, oui. Être sûr que c'est un ADN dangereux et que vraiment ça va être un cancer qui va se développer, parce que le problème, c'est que tous les jours, notre organisme fabrique des cellules cancéreuses et on élimine. Et un gros risque, c'est d'annoncer à des personnes des cancers alors que finalement, il ne se passera jamais rien. Donc on est un petit peu dans cette balance. C'est pour ça que ce développement
n'est pas encore si avancé, c'est qu'il faut vraiment identifier la bonne sensibilité et ce qu'on appelle la bonne spécificité. Dans un monde de suivi des traitements, on va revenir peut-être là, en revanche chez les patients qui ont déjà eu un cancer, dans le suivi des traitements, voir si justement si les traitements sont efficaces. Est-ce que ces techniques d'ADN tumoral circulant apportent des choses? Et est-ce que ce dont on avait beaucoup parlé à un moment, c'est-à-dire non pas l'ADN, mais carrément des cellules tumorales circulantes, est-ce que c'est encore utile d'aller chercher, si on fait un traitement par exemple pour un cancer du sein métastatique, un cancer du sein qui malheureusement a évolué, est-ce qu'on peut savoir rapidement si ce qu'on donne est efficace ou s'il faut arrêter et donner autre chose? Donc en fait, aujourd'hui, Jean-Daniel, ce qui se passe, c'est que les études sont lancées pour faire quoi? Suivi des patientes qui ont eu un cancer du sein localisé, avec des prises de sang, pour détecter cet ADN circulant du cancer. Et proposer aux patientes ce qu'on appelle une intervention précoce, c'est-à-dire un traitement dans le suivi, décapparer de l'ADN dans le sang de la patiente, de l'ADN circulant du cancer, démarrer un traitement. Ça, on n'a pas encore la réponse, qui est la question que tu poses, c'est est-ce que c'est utile? Donc les études là démarrent, là, en ce moment d'ailleurs, elles démarrent, des études comparatives qui comparent si je surveille avec l'ADN circulant versus si je fais juste des mammographies. Et on verra si ça apporte un bénéfice. Et les cellules tumorales circulantes, ça a un intérêt? Alors, à partir du moment où on détecte de façon très sensible l'ADN tumoral circulant, c'est-à-dire des molécules d'ADN, l'empreinte génétique, on pense qu'il est moins utile d'aller chercher les faire de la cellules cellule. tumorales. Pour conclure, je voudrais qu'on parle un petit peu à la fois qualité de vie, mais aussi de traitement. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en matière de radiothérapie. Ça, c'est une terreur pour les femmes, mais pas qu'une terreur. C'est souvent des centaines de kilomètres, des heures et des heures pour un traitement qui dure 2 minutes et qu'on va faire tous les jours pendant 30-35 séances. Et on voit apparaître de plus en plus des techniques qui permettent d'augmenter les doses et de réduire les nombres de séances, ou éventuellement de pouvoir peut-être même dans certains cas irradier directement au moment de l'intervention une partie du sein. Est-ce que ça c'est aussi une voie de recherche importante? Est-ce qu'on s'aperçoit qu'on peut améliorer à la fois le traitement et la qualité de vie des femmes en modifiant ces schémas de radiothérapie? On est dans une grande transformation dans les dernières années. On est en train de passer à des schémas, ce qu'on appelle hypofractionnés. Donc au lieu de faire les 35 séances, on est sur 15-17 séances actuellement. Il n'y a que les taxis qui vont vous vouloir. Et dans une radiothérapie extrêmement focalisée. Donc là, il y a des grosses technologies pour vraiment identifier les champs, savoir exactement quelle dose on donne, à quel endroit, et réduire etc. les séquelles. Et en fait, il y a moins taper sur le cœur, moins taper sur les poumons. Et les schémas hypofractionnés sont beaucoup moins toxiques en plus. Donc ça a l'air aussi ou plus efficace, moins toxique et beaucoup plus pratique pour tout le monde. Donc ça va complètement transformer les choses dans les années qui viennent. Alors il y a une étude dont on ne peut pas ne pas parler, qui est l'étude Canto, qui était une étude extraordinaire dans laquelle vous avez recueilli des milliers de données sur des milliers de femmes et qui s'intéresse beaucoup justement à la qualité de vie, à la place des soins de support, à d'autres choses. Là encore, est-ce que pardonnez-moi de reprendre ce mot trivial, mais dans le service après-vente, dans ce qui fait qu'on a traité et qu'on voudrait que ces femmes retrouvent la vie la plus normale possible, est-ce qu'en termes de qualité de vie, sur les interventions sociales, comme vous le disiez tout à l'heure, ou sur les interventions médicamenteuses ou mécaniques ou autres, la douleur, les neuropathies, ces choses-là, est-ce qu'on avance là aussi, ou est-ce qu'on peut juste constater, puis éventuellement donner soit de l'uxétine, soit de la gabapentine, et puis regarder les gens s'endormir? En fait, Jean-Daniel, comme tu le dis, la première étape, c'est ce que tu appelles constater. Ça paraît trivial, n'empêche qu'en en 2019, jusqu'à ce que Canto donne ses premiers résultats, il n'y avait quasiment aucune étude sur quel est l'impact réel d'un traitement sur la qualité de vie de l'après-cancer. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Donc l'exploitation scientifique de Canto, faite grâce à Odyssea, a permis de comprendre quels sont les problèmes. Et là, il y a de grandes surprises, parce que l'hormonothérapie, comme on l'a dit tout à l'heure, certaines toxicités, la chimiothérapie a certaines toxicités. Quel est le futur et comment éviter ça? C'est clair, c'est prédire qui va présenter des toxicités importantes, donc la prédiction est importante, et chez les patients pour lesquels il y a un risque important de toxicité, la vraie solution, c'est
changer de traitement anticancéreux dès le début. C'est-à-dire que si une patiente est prédite pour un effet indésirable important de la chimio, est-ce que ce n'est pas chez ces patientes qu'il faut développer les nouveaux médicaments comme des anticorps conjugués, de l'immunothérapie ou des choses comme ça? C'est-à-dire qu'on arrive là à ce dont on entend parler de médecine de précision et médecine personnalisée. C'est la véritable application. C'est la médecine de précision appliquée à la toxicité. Et si le traitement est toxique, j'en mets un autre. C'est-à-dire que quand ces traitements ne sont pas assez, discriminants, on ramasse toutes les toxicités et très peu des bénéfices en général. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Sur les traitements au long cours, il semble quand même y avoir, si c'est toxique, ça risque d'entraîner un arrêt du traitement, parce que c'est trop toxique. Ouais. Et à ce moment-là, si on arrête le traitement, forcément, il ne sera pas efficace, parce que les années qui restent, il ne sera pas pris. Donc, éviter les toxicités des traitements au long cours, c'est absolument prioritaire pour la qualité de vie des patients, mais aussi pour l'efficacité. Pour l'efficacité, parce que tu dois absolument continuer les traitements, et s'ils sont trop toxiques, tu ne peux pas. Les femmes que vous voyez, Suzette Delaloge, en consultation aujourd'hui, quand le diagnostic tombe, est-ce qu'elles ont la même réaction que les femmes que vous voyiez, par exemple, il y a 10 ou 15 ans, ou est-ce qu'elles ont l'impression que les médicaments dont on dispose, les traitements, les prises en charge ont suffisamment changé? Est-ce qu'elles sont assez conscientes pour ne plus vivre le pronostic de la même façon? Non, quand on a un diagnostic de cancer du sein, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas que les choses ont changé. Ça reste quelque chose de difficile à entendre aujourd'hui. Donc c'est à nous d'entourer ça de beaucoup d'explications et d'accompagnement et de personnalisation, justement pour trouver les meilleures solutions individualisées. Ça reste une chose très difficile à entendre, bien évidemment. Les choses ont changé, mais pour une personne donnée, évidemment, avoir un diagnostic de cancer, c'est... Merci Suzette Delaloge, merci Fabrice. Frédéric, vous êtes celle grâce à qui on a été réunis ce soir. Est-ce que je peux vous demander de conclure? Alors déjà, tout d'abord, pour nous, c'était important d'organiser cette conférence parce qu'on a toujours besoin d'avoir du sens, savoir pourquoi on va courir. Je pense que les personnes qui vont courir sur les événements Odysseas savent que c'est pour financer la recherche ou financer des associations, mais c'est important de bien mesurer tout ce qui est fait, comment sont utilisés ces fonds, et puis voir que cette recherche avance, qu'on est tous liés, qu'on est tous ensemble pour contribuer à la lutte contre le cancer du sein. Donc ça, c'était important. Et le dernier message, c'était bien sûr continuer à s'inscrire sur la course virtuelle, et puis ou faire un don directement si on n'a pas envie de faire un 5 ou un 10 km, de faire un don pour la recherche, pour Gustave Roussy. Et faire du sport. Merci à toutes, merci à tous, merci de nous avoir suivis, passez une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de faire des dons pour la recherche. Il n'y a qu'avec vous qu'elle peut avancer de façon correcte. Bonsoir et à très bientôt.